La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Je reçois beaucoup de messages me disant que les imams ne font rien pour les célibataires. Faux! Il y a beaucoup d'initiatives qui existent et d'ailleurs je souhaite moi-même vous proposer une vidéo sur le sujet. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous proposerai 7 conseils pour sortir du célibat et mener à bien un projet de mariage. Quel type de célibataire êtes-vous? Donc il y a 4 types de célibataires. J'ai repris cette catégorisation que je trouve absolument pertinente du livre de mon frère bien-aimé Ali Habibi, thérapeute de couple et de famille, qui s'intitule Le célibat, liberté et souffrance, que vous verrez ici. Ce livre, vous pouvez le trouver sur Amazon sans problème. Je vous mets le lien en barre d'infos. La première catégorie de célibat, c'est le célibat qui est choisi. Donc c'est une personne qui choisit son célibat et pour elle, c'est absolument pas une souffrance. L'exemple qu'on peut donner pour illustrer ce premier cas de célibat, c'est l'exemple de l'étudiant qui a entre, je sais pas, par exemple 20-23 ans, qui finit ses études, qui ne ressent pas le besoin de se marier et qui envisage le mariage à la fin de ses études. Le deuxième cas de figure, c'est la personne qui aimerait se marier, mais qui n'arrive pas à se marier et qui souffre du célibat. Et là, on peut donner l'exemple de personnes qui vivent chez leurs parents, qui ont parfois jusque 30 ans, voire même la trentaine passée. Et c'est des personnes qui sont souvent timides. Alors pas seulement, mais je donne un exemple pour illustrer ce cas de célibat. C'est des personnes qui sont timides, qui n'osent pas aller vers l'autre, qui peut-être aussi manquent de confiance en elles. Et dans le cadre de la famille, on ne les pousse pas à se marier. Il y a aussi parfois dans nos cultures l'envie pour les parents de garder les enfants à la maison et notamment les filles. Donc on peut avoir aujourd'hui des filles qui ont la trentaine passée, qui n'ont jamais connu d'homme dans leur vie, qui aimeraient se marier, qui ont le désir du mariage, mais elles ne peuvent pas en parler à leurs parents. Ces personnes-là éprouvent les plus grandes difficultés à entamer un projet de mariage et les plus grandes difficultés à en parler au sein de leur famille. Donc c'est une souffrance généralement qui se vit seule et dans le silence. Le troisième cas de figure, c'est des gens qui prétendent sincèrement choisir le célibat. Mais très souvent, c'est des gens qui, par exemple, ont connu le divorce, homme ou femme, avec enfant, qui les a traumatisés. Donc, il y a la peur de se projeter à nouveau dans un projet de mariage. Et cette peur est tellement grande qu'il est beaucoup plus confortable de se projeter dans le célibat à vie et finalement de dire, voilà, maintenant je suis libre. J'ai tellement souffert du mariage, je m'occupe de mes enfants, je suis dévoué à mes enfants, je fais plein de choses, je peux voyager quand je veux et tout cela est vrai. Donc dans une certaine mesure, ces personnes trouvent du plaisir dans leur liberté nouvelle, mais au fond d'elles, il y a quand même une souffrance, il y a un manque. Et finalement, la peur du mariage les a poussées à s'installer dans le refus du mariage en considérant que c'était profitable pour elles, mais le sentiment de plénitude dans ce cas-là ne peut jamais être atteint et donc il y a un manque perpétuel et une souffrance. Enfin, la quatrième catégorie de célibat, c'est la personne qui prétend souffrir du célibat et qui fait capoter tous ses projets de mariage. Donc cette personne-là prétend vouloir se marier, mais à chaque fois qu'elle a la possibilité de se marier, elle va trouver une excuse pour saboter ce projet de mariage. Donc elle est dans une forme d'auto-sabotage. Et là aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la peur de l'engagement. Donc on m'a rapporté beaucoup de cas de personnes qui multiplient les rencontres, qui sont des personnes qui n'ont absolument aucun problème pour avoir des opportunités de mariage, mais elles trouvent toujours une excuse pour les faire saboter, et parfois même à la dernière minute. Aujourd'hui, c'est le cas de certains jeunes qui se sont habitués à leur indépendance, à leur liberté. C'est des jeunes souvent qui peuvent travailler, et même si les codes culturels ou leur religion les poussent à se marier, et même au fond d'eux-mêmes, ils aimeraient bien réussir à se marier, il y a quand même la peur de perdre cette liberté, et donc ils font tout capoter à la dernière minute. Je vous invite à identifier dans quelle catégorie de célibataire vous vous trouvez. J'aimerais vous apporter un éclairage religieux sur la question du célibat. Je rappelle que d'un point de vue religieux, pour les savants musulmans, le mariage est fortement recommandé, voire pour une minorité d'entre eux obligatoire. Alors ça, c'est un jugement général. Mais les savants s'accordent à dire que si une personne qui est célibataire souffre du célibat et qu'elle a la capacité de se marier et qu'elle craint pour elle de tomber dans le péché, alors il est obligatoire à cette personne de se marier et de tout mettre en œuvre pour se marier. Comme promis, je vais vous évoquer 7 points qui vous permettront de sortir du célibat et de mener à bien un projet de mariage. Premier point, un mariage réussi est un mariage où les deux partenaires contribuent à construire leur mariage au quotidien. Donc il faut sortir des visions hollywoodiennes et de considérer qu'on a juste à choisir un partenaire et que tout va rouler comme sur des roulettes par la suite. Non, le mariage est un projet qui se construit au quotidien, chaque jour, et qui demande beaucoup d'investissement. Les deux partenaires devront apprendre à construire une relation de qualité. Et sachez mes frères et sœurs que cela ne se fait pas en claquant des doigts, ça demande vraiment beaucoup de recul, ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à une qualité relationnelle. Et ça, c'est extrêmement important à intégrer avant de se lancer dans un projet de mariage.
Deuxième chose, plus vous allez vous connaître et plus vous arriverez à choisir la personne qui vous convient. Et l'un des grands problèmes que les gens qui souhaitent se marier rencontrent, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Alors pour apprendre à se connaître, il y a des outils qui existent, que vous pouvez utiliser, tels que l'énéagramme. Vous pouvez faire des tests de personnalité et cela vous aidera. Mais avant tout cela, c'est de considérer que la personne peut-être que je connais le moins bien finalement, c'est moi et que je dois apprendre à me connaître et à me découvrir et identifier mes besoins. Et une fois que tout ça est clair, alors ce sera plus facile pour moi de trouver la personne qui me convient parce que j'aurai clairement établi quels sont mes besoins pour être heureux dans mon couple. Troisième point, c'est qu'il faut arrêter avec la recherche de l'âme sœur, de penser qu'en fait il y a une personne qui est unique, qui me convient. Ça, c'est une vision hollywoodienne des choses. Non, il faut comprendre que pour trouver un bon partenaire, il faut faire un choix cohérent. Et cette cohérence, c'est que je dois choisir une personne avec laquelle nous partageons un projet de vie commun. Tant qu'il n'y a pas cette capacité à établir cette cohérence dans le choix, alors je me mets en danger. Donc dans ce choix, il y a bien évidemment des critères physiques, mais pas que. Il y a aussi des critères intellectuels, socio-culturels, des critères qui permettent à la personne de faire le bon choix et de choisir la personne qui a la personnalité avec laquelle on va pouvoir fonctionner. Quatrième chose, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'est le mariage en islam. Beaucoup de jeunes musulmans, lorsqu'ils se marient, sont dans une posture qui consiste à réclamer des droits à leur partenaire. Alors je rappelle qu'avant de chercher à réclamer des droits, on doit d'abord assumer ses devoirs. J'aimerais rappeler que le mariage en islam est d'abord construit à partir d'une relation amoureuse. Et c'est ça qui est le plus important. Et cette relation amoureuse, donc, il faut en prendre soin. Le mariage est une relation amoureuse avant d'être un contrat. Cinquième point, j'aimerais rappeler que tout ce qui se passe avant le mariage, c'est de la séduction. Et il y a une règle qui dit que la séduction, c'est toujours de la manipulation. On manipule l'autre par le simple fait de vouloir le séduire. Et j'ai envie de vous dire que c'est de bonne guerre lorsqu'on est dans un projet de mariage. Mais il faut bien considérer que c'est après le mariage qu'on découvrira la personne dans toute sa complexité. Le sixième point, c'est de faire les causes pour multiplier les opportunités de rencontre. Alors ça peut être des sites de rencontres sur Internet, mais aussi des agences matrimoniales musulmanes. J'avais déjà parlé de l'agence Abelni. Il y a aussi le fait de s'intégrer dans des associations musulmanes qui vont vous permettre de rencontrer des célibataires musulmans. Et aussi le fait de parler à votre entourage, des amis, de la famille. C'est un devoir lorsqu'on souhaite se marier de tout mettre en œuvre pour pouvoir augmenter les opportunités de rencontre. Et enfin, le septième point, multipliez les invocations sincères en demandant à votre Seigneur de vous permettre de réaliser un projet de mariage. Placez votre confiance en lui et surtout, ne vous laissez pas aller au désespoir. Cela est très important. Pour celles et ceux qui souhaitent déjà passer à l'action, je vous invite à regarder cette vidéo que j'avais faite avec la sœur Sabrina qui nous présente son agence matrimoniale musulmane Abelni.